Nous sommes en l'an de grâce 1988. Le monde danse sur Face de George Michael, qui a réussi à se hisser à la première place du top 100 cette année-là. Steffi Graf devient la troisième femme à réaliser un grand chelem, et le Louvre inaugure sa célèbre pyramide de verre. L'Iran et l'Irak signent un cessez-le-feu historique qui mettra fin à 8 ans de conflit entre les deux pays et qui aurait fait plus d'1 million de morts. Et en parlant de morts, on déplore le décès de l'humoriste français Pierre Desproges et de Chet Baker, célèbre trompettiste et chanteur de jazz américain. Mais plus important, en 1988, le monde a vu naître un être de lumière à la beauté et au talent à nul autre pareil. Un ange tombé du ciel dont l'intelligence n'a d'égal que la modestie. Cet être supérieur n'est autre que... moi. Salut les dinos! Comme vous l'aurez deviné, je suis né en 1988 et en faisant mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'énormément des films que j'adorais et que je considère comme cultes étaient sortis l'année de ma naissance. Coïncidence? Ou est-ce que le destin, de sa main magique et toute puissante, me faisait un signe pour me dire qu'un jour je vous ferai cette vidéo? Ou peut-être que je pars dans des tripes et que je vais un peu trop loin. Plus sérieusement, de mon point de vue, les années 80 sont hyper riches en très bons films et en pépites, plus cultes les unes que les autres. C'est sans compter forcément quelques bousasses qui passent de à gauche à droite, mais est-ce qu'il y a réellement une année sans mauvais film ou sans nanar? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon film? De mon point de vue, quelque chose de bon ou de mauvais n'est réel qu'au travers du prisme de la personne qui le regarde. Ce que je trouve excellent ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, et inversement. La qualité d'un film, ça ne dépend pas forcément de sa réputation ou de l'argent qu'on a mis dedans, mais plutôt d'un point de vue complètement subjectif de tout un chacun. Si certains films ont un succès plus global ou à l'inverse sont un flop de façon générale, c'est sans doute dû à des qualités ou des défauts que chaque spectateur aura en commun et qu'il mettra comme étiquette à ce film. Mais est-ce que pour autant un mauvais film est une mauvaise chose? Je pense que non, très honnêtement. Parce que s'il n'y avait pas de mauvais film, on n'aurait pas de point de comparaison pour savoir ce qu'est un bon film. C'est un peu comme quand tu vas au resto et que tu commandes une sauce bolo. Tu sais que dans le premier resto, tu l'as bien aimé, et que dans le deuxième, tu l'as pas trop apprécié. Par rapport à tes goûts personnels. Un film, c'est exactement la même chose. C'est que quand tu vois quelque chose de mauvais, eh ben ça laisse une alerte dans ton cerveau pour te dire que tiens, là c'est bon. Ou à l'inverse, quand tu as vu quelque chose de bon, ça laisse une alerte dans ton cerveau pour te dire mais putain, c'est quoi cette bousasse à la mort qui tue? Mais bon, voilà, trêve de digression. Pour cette chronique, j'ai été voir ce qui s'était fait aux USA, en France, en Belgique et au Japon. Ce sont les principaux pays qui ont une influence majeure sur mes goûts cinématographiques. Force est de constater que je n'ai pas été énormément marqué par le cinéma francophone et européen de cette année-là. Cela dit, il serait quand même bon de citer Le Grand Bleu, troisième film d'un certain Luc Besson, qui à l'époque ne nous faisait pas des films qui avaient l'aspect et le goût d'une lasagne réchauffée au micro-ondes. Il y a aussi La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillier, qui met en scène deux familles que tout oppose dans une comédie vraiment culte. Et en troisième position, je vous citerai Les Prédateurs de la nuit, qui est un film d'horreur de Jésus Franco, qui raconte l'histoire d'un chirurgien qui va capturer des femmes pour pouvoir retransplanter leur visage sur celui de sa sœur qui a été horriblement défigurée. Du coup, cette chronique va être centrée sur le pays du soleil levant et les USA. Et je vais directement commencer avec le Japon, et avec ce qui représente un des plus grands monuments et qui a marqué la popularisation mondiale de l'animation japonaise. Je veux bien entendu parler de Akira, de Katsuhiro Otomo. Akira, ça raconte l'histoire de Kaneda, le chef d'une bande de jeunes motards dont l'ami d'enfance, Tetsuo Shima, acquiert d'incroyables pouvoirs télékinésiques après un accident de moto. Menaçant progressivement tout un nouveau complexe militaire et la rébellion de la métropole futuriste tentaculaire de Neo-Tokyo. Faut savoir que ce film a coûté plus d'1 milliard de yens, ce qui à l'époque en fait le film d'animation le plus cher de l'histoire. En comparaison, Mon voisin Totoro des studios Ghibli, qui est sorti la même année, n'a coûté que 300 millions de yens.
Comme j'ai dit plus tôt, ce film a tellement de succès et est tellement bien fait qu'il va ouvrir la porte à l'animation japonaise à l'international et va de ce fait recevoir son statut de film culte. Le scénario est très bien ficelé et malgré quelques libertés prises pour sa réalisation, ainsi que le fait que la dernière moitié du manga original n'ait quasiment pas été prise en compte dans le film. De ce fait, le film est vu par les fans comme étant une seconde version de l'histoire du manga. Et la fin a été, selon la rumeur en tous les cas, trouvée par un certain Alejandro Jodorowsky, qui était tellement beurré qu'il a griffonné l'histoire sur un coin de nappe et l'aurait donné à Otomo. Quelques années plus tard, ce même Jodo aurait reçu une lettre de la part d'Otomo pour l'avoir remercié d'avoir réussi à trouver la fin d'Akira parce qu'il était bloqué et qu'il ne s'en sortait pas. Le second film qui nous intéresse ici, c'est Die Hard Piège de cristal, le premier volume de la franchise Die Hard. C'est également en 1988 que le réalisateur John McTiernan nous sort son troisième film un an après avoir réalisé Predator. Il est bien entendu question de Die Hard, Piège de cristal avec Bruce Willis. Ce film signera le début de la carrière de l'acteur dans les rôles de personnages, je vais dire, hardboiled et badass. Et étant aussi son tout premier film d'action. Avant ça, il a beaucoup joué dans des comédies ou des films un peu gnangnan. Le film nous raconte l'histoire de John McClane, un flic de New York, qui va rendre visite à sa femme Holly durant les fêtes de Noël afin de tenter de recoller les morceaux avec elle. C'est sans compter sur Hans Gruber et sa clique de terroristes qui vont prendre d'assaut le Nakatomi Plaza et tous ses occupants en otage. John va donc devoir utiliser toutes les ressources à sa disposition afin de venir à bout des terroristes et de sauver sa femme et les otages. Ce film est très marquant, déjà parce que, comme je l'ai dit, il va être le point de départ de la carrière de Bruce Willis en tant qu'acteur de films d'action, mais également parce que c'est un film qui mêle la violence et l'humour de façon très bien dosée. Un des gros points forts aussi de ce film, c'est que c'est pas le genre de film où le héros s'en sort avec une petite balle dans l'épaule et tout va bien, le gars invincible qui pourrait battre une armée à lui tout seul. Non. C'est le genre de film où le héros va s'en prendre plein la gueule pour pas un balle. J'en veux pour preuve cette scène où Bruce Willis est obligé de marcher dans des morceaux de vitres explosés alors qu'il est à pieds nus et se retrouve dans des toilettes pour les retirer avec ce qu'il trouve là avec ses doigts et qu'il est en train de pisser le sang. C'est une scène hyper marquante et qui montre que dans les films d'action, on n'est pas obligé d'avoir BAM! Tu vois? Non, c'est bien d'ailleurs. C'est plus réaliste. Le film a acquis son statut culte malgré un accueil mitigé lors de sa sortie. Il est d'ailleurs cité bon nombre de fois dans plein de films et plein de séries. Le personnage de Jake Peralta dans la série Brooklyn Nine-Nine que je vous ai déjà recommandé et qui est génial, est d'ailleurs tellement fan qu'il n'arrête pas de placer des Die Hard et des répliques des films un peu partout. Et tout ça, c'est sans oublier le fameux Yippee-ki-yay, pauvre con. devenu la réplique culte de la franchise Die Hard. Après un film d'animation, un film d'action, on va passer à l'horreur. Et à mes yeux, le film d'horreur le plus marquant de 1988, c'est Jeu d'enfant ou Child's Play en VO de Tom Holland. Le film nous montre Charles Liray, alias Chucky, tueur en série qui, avant de se faire tuer, va transférer son âme dans le corps d'une poupée Bravga. Même poupée qui atterrit chez le petit Andy pour son anniversaire. Chucky sait que s'il ne transfère pas son âme dans le corps de l'enfant le plus vite possible, il le restera coincé à tout jamais dans le jouet. C'est ici que l'horreur commence pour le petit garçon et sa mère. Oh, c'est un brave gars, le petit! M'a pas la poupée! C'est une poupée brave gars, mais c'est pas un brave gars! Si le film d'horreur a marqué des générations de sa sortie jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce jouet maléfique, qui est grossier et violent, et qui va s'attaquer à répétition à ce pauvre gosse qui lui a rien demandé pour lui voler son corps. Le véritable nom de Chucky, Charles Liray, est en fait inspiré du nom de 3 tueurs en série, Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray. Et vous saviez aussi que le film était tiré de faits réels? L'histoire en 1906 de Robert Eugène Otto, qui avait 4 ans et qui a reçu une poupée de la part d'une servante adepte du vaudou, qui par la suite va provoquer de nombreux phénomènes paranormaux. Les voisins affirment même avoir vu la poupée se balader de fenêtre en fenêtre. Elle est aujourd'hui exposée dans l'ancienne maison de la famille Otto reconvertie en musée.
Le film a forcément droit à des suites plus ou moins bonnes et on sent encore une fois l'envie d'essorer la franchise jusqu'à la corde. Et ça part d'un film d'horreur, quelque chose d'assez glauque, effrayant et oppressant, et on part petit à petit vers la comédie horrifique, limite nanardesque en fait. Et c'est pas franchement le reboot de 2019 qui va redorer le blason de cette série de films. Malgré quelques apports un peu frais à la franchise, par exemple le fait que la poupée ne soit plus possédée par une âme, mais que ce soit une puce défectueuse qui le rende violent, etc. En tous les cas, qui casse ses barrières, qui fait que une un robot ne peut pas s'attaquer à un enfant. Je trouve ça plutôt sympa, voilà. C'est casser les fameuses trois lois de la robotique. Voilà, l'idée est assez cool, mais le film ne rebondit pas bien loin. Le rôle de la poupée monstrueuse est forcément incarné par Brad Dourif, qui est un acteur vraiment casanier de l'horreur, et qui a une longue liste de films d'horreur à son actif, genre plus long que mon bras. Et vous le connaissez sans doute pour l'avoir vu dans Dune dans le rôle de Peter de Vries. C'est par ma seule volonté que mon esprit se meut, c'est par l'élixir de Sappho que la pensée s'accélère, les lèvres se tachent et les taches deviennent mises en garde, c'est par ma seule volonté que mon esprit se meut. Le dernier film de cette chronique s'appelle Futur immédiat, Los Angeles 1991. Fin des années 80, des extraterrestres débarquent sur Terre afin de s'y installer. Dans les années 90 et après des années de confinement, ils peuvent enfin aller et venir en toute liberté, mais font l'objet d'une nouvelle forme de racisme et de discrimination. Le sergent Matthew Sykes va alors devoir faire équipe, bon gré mal gré, avec l'inspecteur Samuel Francisco, afin de faire la lumière sur une série de crimes dirigés par des dirigeants extraterrestres. Ce film met en scène James Caan et Mandy Patinkin dans les rôles principaux, respectivement Paul Sheldon dans le film Misery, adapté de la nouvelle de Stephen King, et Gaiden dans la série Esprit criminel. Si ce film est intéressant, c'est parce qu'il mixe de façon assez agile les composantes d'un film policier avec un film de science-fiction tout en y ajoutant une petite touche d'humour très légère par moment. Mais ce n'est pas son principal intérêt. Ce film nous montre aussi de façon détournée, ou pas trop quand même, ce que peuvent subir des minorités quand elles sont intégrées à des endroits où on ne veut pas d'elles. Discrimination, racisme, violence, et j'en passe. Mais ça parle aussi de drogue et d'esclavage. La machination extraterrestre visant à faire des nouveaux habitants de la Terre des esclaves, comme sur leur planète d'origine, où ils travaillaient dans les mines, quasiment toute la journée sans répit, en échange d'une dose de drogue qui les mette dans un état d'extase profonde, ce qui les rendrait d'autant plus dociles et travailleurs. Le film est largement rentré dans ses frais au box-office et, grâce à son succès, donnera lieu à plusieurs suites sous forme de séries télévisées de 89 à 97. Voilà mes dinos, c'est la fin de la première partie de ce timecode sur 1988. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires dans la section commentaires pour savoir si vous connaissiez déjà ces films. J'imagine que oui, Chucky ou Akira, ça ne doit pas vous être inconnu. Et si vous les aimez, ou si vous auriez pensé en tous les cas à d'autres films pour cette première section qui mettaient en avant des films plutôt cultes. Je compte sur vous forcément pour partager, activer la petite cloche et aller sur YouTube pour regarder quelques publicités, histoire de me permettre d'améliorer encore les vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie, et jusque là, portez-vous bien. Ciao! Predator!